que, précisément, sortir de cette logique d'un développement dans le capitalisme et par les moyens du capitalisme. C'est pour moi ce que j'appelle la longue voie au socialisme, au communisme, conçue comme une étape supérieure de la civilisation humaine et très lointaine probablement encore, mais peu importe, il n'y a pas d'autre voie. Parce que ce système, celui du capitalisme réellement existant, non seulement est en crise, parce qu'il lui est arrivé à travers son histoire de traverser de multiples crises, mais dans une crise si profonde qu'elle est synonyme de l'automne de ce système. C'est-à-dire que ce système ne peut précisément poursuivre son chemin, non pas en permettant aux peuples des périphéries de rattraper, mais en les empêchant de rattraper. Par conséquent, ce système est un système qui n'a rien à nous offrir. Bon, je ne reviendrai pas ici sur pourquoi le système capitaliste est parvenu à ce stade de décadence, de ne plus avoir rien à proposer à, comme je le disais, la minorité de 85% de l'humanité, mais rigoureusement rien à proposer, parce que, entre autres, mon ami Ndongo l'a fait d'une manière très précise. Ce système est parvenu à ce stade, le système capitaliste est parvenu à ce stade à une époque relativement récente. Au cours des années 1975 à 90, c'est-à-dire dans une courte période d'une quinzaine d'années, en réponse à la crise systémique amorcée déjà à partir des années 70 du siècle dernier, par une centralisation du pouvoir de contrôle du capital des monopoles sans pareil, sans commune mesure avec ce qu'elle avait été dans les étapes précédentes de l'histoire du capitalisme. Une centralisation de ce pouvoir qui équivaut à une réduction de toutes les activités économiques au nord et au sud à pratiquement un statut de sous-traitance pour permettre l'accroissement sans limite des profits, des super-profits, des rentes de monopole, du monopole financier majeur qui contrôle ce système mondial. C'est cela la mondialisation réellement existante. Alors, cette mondialisation réellement existante, c'est-à-dire le pouvoir économique absolu d'une poignée d'oligopoles financiarisés des métropoles de l'impérialisme historique traditionnel, l'Amérique du Nord, l'Europe, je devrais dire l'Europe occidentale et centrale, pas tout le continent européen, et le Japon, ce pouvoir est accompagné nécessairement par un pouvoir politique absolu. Nous ne sommes pas dans une période d'expansion de la démocratie, pas même au nord, encore moins au sud. Nous sommes au contraire dans une période où les formes de démocratie telles que l'humanité les avait connues au nord et parfois ici ou là et dans une certaine mesure seulement au sud sont remises en question pour permettre l'exercice du pouvoir économique absolu des monopoles. Bon, c'est ça le défi auquel tous les peuples, ceux du Nord, même s'ils en sont moins conscients parce qu'ils en sont partiellement les bénéficiaires, mais ceux du Sud, auxquels ce système n'a rien à offrir. Ce système, pour cette raison, n'est pas viable. Je l'ai dit et je l'ai écrit dès 1990-91, au moment où, avec l'effondrement du système soviétique, nous avions affaire à une floraison de littérature sur le triomphe définitif du capitalisme
et que ce triomphe définitif allait être simultanément la voie royale au développement ouverte à tous et s'accompagnant d'une démocratie et de la paix. Ce système, au contraire, je disais, entre dans sa crise systémique, dans une crise systémique, crise de civilisation, dans son automne, et par conséquent ne pourra se perpétuer, ne pourra rester en place qu'à travers, au contraire, le recours à la violence et à une violence redoublée et permanente. Que ce système conduisait nécessairement à la militarisation de la mondialisation, à l'intervention militaire permanente sous toutes sortes de prétextes, la plupart du temps fallacieux, de lutte contre le terrorisme, de l'État terroriste par excellence, à mon avis, ce sont les États-Unis, plus que des États terroristes qui existent ici ou là, mais qui n'ont pas la puissance de destruction de l'État terroriste nord-américain. N'est pas viable pour cette raison. Et nous avons donc à imaginer, à lutter pour, à nous engager sur des voies nouvelles, je les mets au pluriel, des voies nouvelles, mais au-delà de leur spécificité nécessaire pour répondre à des conditions concrètes très différentes d'un moment à l'autre et d'un pays à l'autre, présente un certain nombre de caractéristiques fondamentales communes. Nous avons besoin de nous engager sur la voie du développement de projets au pluriel, souverains, je dirais, nationaux, populaires, s'ouvrant sur la démocratisation de la société et permettant de modifier les rapports de force à l'échelle internationale en faveur des peuples d'Asie, des peuples, des nations, des États d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, et par conséquent capables de contribuer à la construction d'une autre mondialisation, dont les perspectives sont également lointaines, d'une mondialisation qui, elle, permettrait effectivement de rattraper, mais de rattraper non pas pour faire la même chose, mais de nous engager tous sur des voies nouvelles, l'invention d'une civilisation, d'un niveau de civilisation plus avancé, et je continuerai à l'appeler pour ma part socialisme. Mais si vous voulez l'appeler autrement, et elle peut être motivée par à partir d'autres références de systèmes de valeurs, je n'y vois pas d'inconvénient. Alors, comme l'a dit Ndongo, l'idée ou la nécessité de construire ces projets souverains est déjà amorcée dans les faits, avec quelques résultats, des résultats positifs, mais jusqu'à présent très limités. Que ce soit les avancées révolutionnaires amorcées en Amérique du Sud, je ne dis pas en Amérique latine dans son ensemble, parce que, hélas, le Mexique, qui appartient à l'Amérique latine, mais appartient à l'Amérique du Nord, n'est pas engagé dans cette voie. Des avancées révolutionnaires, je dirais révolutionnaires, parce qu'elles portent en elles le potentiel, elles préparent des possibilités pour les sociétés en question d'aller encore plus loin, mais graduellement. Que ce soit la mise en place de projets d'émergence, et d'émergence de nations, pas d'émergence de marchés, dont la Chine est le porteur principal, avec toutes ses limites, ses contradictions internes, et à des degrés moindres, certainement moindres, pour la Russie, l'Inde, le Brésil,
c'est l'engagement sur cette route a déjà réalisé des pas en avant importants. Mais ce que nous constatons, c'est que tout le système, avec toute sa puissance, y compris les bombardements américains si nécessaire, tout le système, avec toute sa puissance, tente de nous empêcher de nous engager sur cette voie, et pour ceux qui y sont déjà engagés, de limiter au maximum, de leur créer le maximum de difficultés pour ne pas leur permettre d'aller plus loin. Nous sommes donc engagés, que nous le voulions ou non, et c'est ça pour moi la guerre des civilisations. Ce n'est pas la guerre des civilisations entre chrétiens et musulmans, ou entre hindouistes et musulmans, ou entre bouddhistes et je ne sais pas trop quoi, et athées éventuellement. Ce ne sont pas là la véritable guerre des civilisations. La guerre des civilisations, c'est la guerre entre ce capitalisme impérialiste entré dans sa phase de sénilité avancée. Je ne dirais pas moribond, parce qu'il peut survivre encore longtemps et être très destructeur, d'autant plus destructeur qu'il est sénile, entre cette civilisation, qui est une civilisation dont la page historique est tournée, et une autre civilisation à construire ensemble, à partir de valeurs, de systèmes de référence de valeurs certainement très différents, mais convergents, une autre civilisation, et c'est celle que j'appelle la civilisation du socialisme. Voilà le défi. Je pense que c'est seulement une invitation pour nous tous, les jeunes et les moins jeunes, à continuer ensemble à discuter des voies et moyens pour contribuer à faire sortir nos peuples, nos nations, nos États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine des impasses du capitalisme impérialiste et moribond. Merci. Pour réfuter